Bonjour. 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 Syndical, on a 2 pièces. Syndical, on a 2 pièces. Oui, ils sont patronales. Qui est la partie patronale? Ah, de la table de la partie patronale, vous nous mêlez, là. Vous êtes tous du même côté, c'est ça? Est-ce que vous avez une absence? Non, on est 2. Cindy Van. Oui. Ania. De Toula? Non. Laurent Steinfer? Oui. Comment on va procéder? C'est assez simple. Vous allez avoir 10 minutes chacune des parties pour présenter votre position. Donc, 10 minutes partie patronale, 10 minutes partie syndicale. Après ça, il y a 5 minutes pendant lesquelles il n'y a personne qui dit un mot ou consulter entre autres sur le contre-argument que vous voulez faire. Après, vous avez effectivement vos 3 minutes pour donner votre nouvelle proposition ou contre-proposition. Et après ça, 1 minute de conclusion. Il y a un monsieur qui est ici derrière moi qui tient le temps, qui va faire des gros babayes en disant 5 minutes, 3 minutes, etc. Et les 2 derniers points, probablement, on ne posera aucune question. Donc, on vous laisse aller. C'est à vous d'ajouter vos présentations en conséquence. On ne vous reprend pas non plus. On vous laisse filer. Et il nous reste à nous présenter, en commençant par mon collègue à droite. Donc, Éric-Anne Zubriski, conseiller syndical au SCFP. Je représente plus particulièrement le personnel de soutien à l'Université Laval, de banque, et ainsi que quelques autres sections locales dans le secteur universitaire et dans d'autres secteurs également. Hélène Montreuil, je suis avocate en droit du travail. Je suis également la vice-présidente du syndicat ici des chargés de cours. Et on vient vous écouter avec ravissement. Bonjour, Christiane Thomas, je suis directrice des ressources humaines à l'Université TELUC. Bonjour, je suis Esther Dorval, je suis retraitée. Mais au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans un premier temps comme conseillère en gestion des ressources humaines dans un milieu hospitalier. Ensuite, au cours d'une carrière professionnelle, j'ai été au GRIEF, au comité de GRIEF pendant plus d'une quinzaine d'années et présidente du syndicat également. Donc, bonjour, Monsieur l'arbitre. Nous sommes aujourd'hui présents pour contester le grief déposé par la partie syndicale représentant M. Rodrigue. Nous sommes aussi entendus sur le fait que la procédure de grief prévue à la convention collective a été suivie et que l'arbitre a compétence pour entendre le présent litige. Par ailleurs, on demande que le congédiement de M. Rodrigue soit maintenu pour cause juste et suffisante en raison des excès de colère survenus entre le 15 août et le 2 septembre 2016. Donc, juste vous énumérer quelques faits. Donc, tout a débuté le 15 août 2016. Donc, le plaignant, Monsieur Rodrigue, aurait frappé à 2 reprises dans le mur. Donc, les faits ont été relatés par Mme Ginette Lamotte, qui était, elle, une éducatrice spécialisée, qui en a fait part au supérieur, M. Robert Côté, qui était, lui, chef d'unité. Donc, celle-ci a rapporté les faits que je vous disais. Donc, il aurait frappé dans le mur, et ce, à 2 reprises. Donc, c'est important de le mentionner. Les faits sont passés vers 14 heures. Très important aussi de mentionner qu'il y avait 6 jeunes de la résidence, 6 jeunes avec des déficiences qui étaient présents lors de l'événement. Donc, ceux-ci ont pu voir les gestes qui avaient été commis par M. Rodrigue. Donc, ces jeunes étaient vraiment dans mesure de constater l'état agressif qu'avait M. Rodrigue. L'éducatrice a aussi constaté un état de malaise qui avait été propagé au sein du milieu. Donc, les 6 jeunes là, ont senti un état de malaise. Par la suite,
les jeunes ont posé beaucoup de questions par rapport à cet événement-là. Donc, parce que eux, dans la résidence où ils habitent, ils ne peuvent pas commettre ces actes-là. Donc, à toutes les fois qu'ils vont commettre ces actes, ils vont être réprimandés. Donc, pourquoi ça serait autorisé face à l'employé, pourquoi l'employé pourrait faire ça plutôt que les personnes qui habitent là, dans la résidence? Par la suite, le 18 août, donc 3 jours plus tard, il y a eu une rencontre officielle avec Stéphanie Allard. Stéphanie qui était la responsable là, du département, donc de l'entretien ménager. Il y avait aussi M. Côté, qui était lui le chef, qui était aussi présent lors de cette rencontre. Durant cette rencontre, les deux personnes se sont aperçues qu'ils ont perçu un sentiment de culpabilité, un sentiment d'admission des faits qui avaient été faits de la part de M. Rodrigue. En aucun cas, M. Rodrigue n'a nié les actes, les gestes et les actes qu'il avait commis. Le 1er septembre, donc on continue un petit peu dans l'enquête à l'interne, le 1er septembre, Mme Allard convoque M. Rodrigue pour lui signifier qu'il aurait une rencontre le lendemain, soit le 2 septembre. Donc, concernant, là, bien sûr, les gestes qui étaient survenus le 15 août 2016. Sur un ton agressif, encore une fois, M. Rodrigue a mentionné, et je le cite, « Tu me niaises, c'est une joke, ça. » Et il a ajouté, « Si tu fais ça, pour ça, 3 petits points. » Il n'a pas terminé sa phrase, mais il a pointé du doigt Mme Allard. Donc, Mme Allard s'est sentie menacée par les gestes posés par M. Rodrigue. Donc, c'est vraiment inacceptable au sein de l'entreprise, ces gestes-là. Donc, par la suite, M. Rodrigue, bien sûr, s'est présenté à la réunion du 2 septembre. Donc, le 2 septembre, M. Rodrigue, lui, est accompagné de Mme Lucie Langlois, qui, elle, était représentante syndicale. De l'autre côté, on avait bien sûr encore Stéphanie Allard, encore une fois la chef de département, et Yvan Mentard, qui était là pour l'accompagner, qui lui est un conseiller en RH de l'entreprise. Dès le début de la rencontre, il a encore montré des gestes agressifs. Il a fait preuve d'un manque de respect envers des intervenants qui essayaient de l'aider, de trouver des pistes d'amélioration pour l'avenir. Mais encore une fois, il a montré des gestes là, intolérables au sein de l'entreprise. Il a coupé à répétition les intervenants et il aurait terminé la rencontre en quittant les lieux promptement. Et je cite, il l'a dit en quittant, ça ne se terminera pas comme ça. Il refuse par la suite la lettre à son dossier qui était une option envisagée au départ là, dès le 1er septembre par Madame Allard. Donc, bien sûr, là, suite aux 3 événements qui sont survenus, l'entreprise n'avait aucun choix. Le congédiement était la seule option viable. Donc, je vous remémore les faits. Donc, le 15 août, il y a eu des gestes qui ont été commis le 1er septembre, le 2 septembre. 3 gestes qui donnent un acte de récidive dans l'avenir. Et donc, le comportement était inadéquat, inacceptable, une colère excessive le 15 août. Le 1er septembre, encore une fois, une colère excessive, comportement intimidant et menaçant face à son supérieur immédiat. C'était l'autorité. Il a manqué de respect à Mme Allard, ce qui est impardonnable au sein de l'entreprise. Le 2 septembre, encore une fois, il a coupé la parole, a quitté la salle sur un ton agressif tout au long de la rencontre. C'est inacceptable. Donc, comme vous pouvez le voir là, à partir de la page 1, dans la jurisprudence qui impliquait le centre hospitalier et Mme Mercier. Mme Mercier qui était la plaignante, elle réfutait son congédiement. Celle-ci travaillait dans un CHSLD. Elle a commis des actes agressifs. Je ne vous énumérerai pas tous les faits, mais elle a commis 2 actes agressifs face au personnel. C'est un petit peu le même face aux jeunes, les résidents. C'est le même cas ici présent. Donc, M. Rodrigue a manqué de respect aux jeunes qui habitaient, ainsi qu'à ses supérieurs. Donc, juste pour vous mentionner, à la page 2, paragraphe 2, on mentionne que les résidents du CHSLD sont chez eux.
Ils ont le droit à la Charte des droits et des libertés. On peut regarder l'article 4, qui est un droit fondamental là, qui donne à la dignité de la personne. Donc, l'employeur ne peut tolérer des actions similaires à l'endroit des personnes qui résident à ce CHSLD-là, qui sont en perte d'autonomie et vulnérables. C'est la même chose dans le cas qu'on avait. Donc, c'est des gens qui sont vulnérables, qui ont une certaine perte d'autonomie. Donc, c'est inacceptable là, de manquer de respect en étant agressif. Il n'était pas agressif face à eux, mais il a montré des actes agressifs qui fait que c'est inacceptable qu'eux le perçoivent. Donc, dans la même ordre d'idée, je vais vous inviter à la page 2, paragraphe 4, où on peut lire « Absence de regret ». Dans le fond, Mme Mercier n'a exprimé aucun regret d'avoir agi comme la preuve le démontre dans le présent ici. Puis ça aggrave la situation, en fait. Puis si on peut se fier à la décision finale, les incidents qui ont été faits, ils ont compromis le lien de confiance entre l'employeur et la plaignante au point qu'elle a été congédiée pour les actes commis auprès des résidents du CHSLD. Le tribunal ne voyait aucune raison de se substituer à l'employeur afin de modifier la décision qu'il a prise en la matière. Donc, si on se réfère au cas ici, M. Rodrigue n'a exprimé aucun regret, dans le fond, pour les actes qu'il a commis, soit les 2 coups de poing dans le mur. Puis, si on y va avec Mme Allard, elle affirme avoir discuté à plusieurs reprises avant l'incident du 15 août 2016 de l'importance de préserver un environnement calme et exempté de violence, soit quelconque au sein de l'organisation. Et M. Rodrigue était au courant de ces procédures-là et des valeurs aussi de l'organisation. Il n'a pas prêté attention plus que cela, dans le fond, aux exigences de l'organisation. Donc, on considère que M. Rodrigue a fait preuve de négligence dans le cadre de sa prestation de travail en donnant des coups dans un mur devant des gens fragiles, vulnérables, et ce n'est pas ça que l'on recherche au sein de notre organisation. Il y a eu bris du lien de confiance, il est brisé irrévocablement entre l'employeur et les chefs du service. C'est inacceptable que l'employé peut effectuer de tels gestes, tandis qu'on n'accepte pas ça de la part des jeunes au sein du pavillon du parc. C'est important de savoir aussi que ça a des impacts pour l'entreprise. Soit que l'image de l'entreprise va être entachée. On ne veut pas de violence au sein de notre organisation. Et c'est pour ça que nous voulons que le congédiement soit maintenu à l'égard de M. Rodrigue, survenu le 9 septembre 2016. Nous considérons que c'est la seule sanction viable en considérant les gestes et les paroles faits par le plaignant. Nous constituons à deux, Cindy et moi-même, Laurence, l'équipe des procureurs représentant le syndicat dans la présente affaire soumise aujourd'hui à la décision du tribunal d'arbitrage. Notre équipe dispose de tous les faits pertinents nécessaires à la preuve et elle ne peut énoncer quelque hypothèse. La législation applicable en l'espèce est le Code du travail. La convention collective intervenue entre les parties et le présent grief déposé par le syndicat définissent la compétence de l'arbitre, lequel s'inspirera des principes jurisprudentiels reconnus selon la législation applicable en matière d'arbitrage de grief afin de trancher le présent grief. Notre équipe vous annonce sans surprise qu'elle requérera du tribunal d'arbitrage l'accueil du présent grief. La sanction imposée au plaignant par l'employeur à sa lettre du 9 septembre 2016 en est une de congédiement. Il est de jurisprudence constante qu'en matière disciplinaire, le fardeau de preuve revienne à l'employeur du fait du renversement du fardeau de preuve en faveur du syndicat ou du plaignant, d'où l'obligation faite à l'employeur d'entamer sa plaidoirie à laquelle nous répondons. Il est donc de jurisprudence constante que le degré de preuve requis en matière arbitrale soit la prépondérance de la preuve et non pas la preuve hors de tout doute raisonnable. L'équipe des procureurs du syndicat procédera sur le champ devant vous à l'analyse des faits à l'appui de ses conclusions, puis par l'analyse du droit applicable ainsi que sur une question mixte de faits et de droit, d'abord par l'analyse du témoignage, puis au départage des témoignages contradictoires. Le plaignant concerné par le présent litige est alors un préposé à l'entretien ménager du pavillon du parc, soit un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement. Le plaignant est en poste depuis 7 ans et depuis, son dossier disciplinaire est vierge. Le 15 août 2016, Mme Lamotte, éducatrice spécialisée, rapporte à la chef d'unité le fait que le plaignant aurait frappé le mur avec son poing à 2 reprises.
Notons que Mme Lamotte est la seule personne ayant assisté au soi-disant geste et que celle-ci n'a pas témoigné devant le présent tribunal. Le 18 août, Mme Allard et M. Côté ont rencontré le plaignant pour obtenir sa version des faits. Celui-ci ne nie pas les faits reprochés. Le 1er septembre, Mme Allard convoque le plaignant et l'informe d'une rencontre se tenant le lendemain afin de finaliser le dossier sur l'incident du 15 août 2016. Aucune autre information quant à l'objectif de la rencontre n'est communiquée au plaignant. Lors de la rencontre, le plaignant n'a pas eu même le temps de s'asseoir qu'on lui lançait déjà que des mesures disciplinaires allaient être prises à son égard. Le 2 septembre, le plaignant se présente comme il se doit à la rencontre à laquelle il a été convoqué et il est en présence de sa représentante syndicale. Le 9 septembre, on remet au plaignant une lettre l'informant de son congédiement. Le paragraphe 100.12F du Code du travail délimite les pouvoirs de l'arbitre en matière disciplinaire, ainsi que l'article 11.18 de la Convention collective, dont le libellé a été retranscrit à la présente plaidoirie. En fonction de la théorie des droits résiduaires, l'employeur n'a pas exercé sa discrétion du fait du silence de la Convention collective, sans considération discriminatoire, abusive ou déraisonnable. Il appartient alors au tribunal d'arbitrage de réviser la mesure disciplinaire imposée par l'employeur, en modifiant à la baisse la sanction et en accueillant le grief. La définition d'une faute est un manquement volontaire dont l'allégeance d'imprudence ou d'oubli relatif à l'attitude ou au comportement du salarié, selon le Dictionnaire canadien des relations du travail de Gérard Dion. La Cour suprême a énoncé dans son passage classique de l'arrêt Conseil de l'éducation de la Cité de Toronto la démarche en 3 étapes que l'arbitre doit respecter lors de l'analyse de l'imposition d'une mesure disciplinaire. La première étape de tout examen de la question de savoir si un employé a été congédié pour une cause juste consiste à se demander si l'employé est effectivement responsable de la mauvaise conduite que lui reproche l'employeur. La deuxième étape est de déterminer si la mauvaise conduite constitue une cause juste, justifiant les mesures disciplinaires. La dernière étape consiste à décider si les mesures disciplinaires choisies par l'employeur sont appropriées, compte tenu de la mauvaise conduite et des autres circonstances pertinentes. Selon le principe énoncé par la Cour suprême, la faute du plaignant à la lumière des circonstances atténuantes ne constitue pas une cause juste de congédiement et suffisante de congédiement, du fait du principe de la gradation des sanctions, principe que l'employeur ici n'a pas respecté. Les facteurs atténuants en l'espèce sont le dossier disciplinaire vierge, l'aveu des faits reprochés, l'absence de témoins et l'attitude de l'employeur. Tout d'abord, le dossier disciplinaire du plaignant est vierge. Il n'a jamais eu de problème auparavant dans le cadre de son emploi. Par ailleurs, cette offense constitue une première pour celui-ci qui est en fin de carrière, rappelons-le, ce qui démontre clairement la mauvaise foi de l'employeur dans le traitement du dossier. Tout nous porte à croire que l'employeur se sert de cet incident pour éviter de payer dans un avenir rapproché les sommes rattachées à sa retraite. Ensuite, le plaignant a avoué les faits reprochés sur le champ. Rappelons que ces faits reprochés ont été rapportés par Mme Ginette Lamotte seulement. Elle est d'ailleurs la seule personne à avoir été témoin des faits reprochés au plaignant et celle-ci n'a pas témoigné devant le présent tribunal d'arbitrage. Toutefois, aucune enquête n'a été menée par l'employeur, ce qui démontre un manque de rigueur dans le processus. L'employeur n'a pas cherché à connaître les raisons qui ont motivé le geste du plaignant, ni à mesurer les réels impacts de son geste sur la clientèle. De plus, l'employeur n'a aucune politique associée à la faute reprochée, ce qui démontre un manque flagrant d'intérêt face au manquement. L'employeur ici tente de nous faire croire qu'il accorde une grande importance à préserver un environnement calme et exempt de violence, alors que toutes les discussions faites à cet égard avec le plaignant l'ont été dans un cadre informel, comme l'a d'ailleurs témoigné Mme Allard. Par exemple, dans l'affaire Syndicat des travailleurs et travailleuses de Provigo, l'arbitre a substitué au congédiement un avis disciplinaire écrit à un préposé à l'entrepôt, avec un dossier disciplinaire vierge, qui avait jeté violemment un téléphone de l'employeur à la poubelle. Cette décision a été prise malgré la politique de tolérance zéro de l'employeur et la preuve vidéo des faits reprochés. Tandis que dans notre affaire ici qui nous occupe aujourd'hui, l'employeur n'a aucune politique à cet effet et aucune preuve prépondérante n'a été présentée au tribunal d'arbitrage par l'autre partie, ce qui démontre clairement l'absence de proportionnalité entre la faute du plaignant et la sanction imposée par l'employeur. Reprenons, si vous le voulez bien, le témoignage de Mme Stéphanie Allard, chef de service de l'entretien ménager. Lors de son témoignage, Mme Allard mentionne que la rencontre à laquelle le plaignant était convoqué avait comme objectif de discuter avec le plaignant des pistes d'amélioration de son comportement, le tout de façon constructive.
Pourtant, plus tôt dans le même témoignage, Mme Allard avait mentionné avoir informé le plaignant d'une rencontre afin de finaliser le dossier sur l'incident du 15 août 2016. Cette absence de constance face au témoignage de Mme Allard vient brouiller l'objectif réel de cette rencontre. On remarque également que le manque de constance dans les témoignages face à l'attitude reprochée au plaignant. Bien que les témoignages de Mme Allard et M. Côté concordent face au fait que le plaignant serait parti de façon précipitée, suite à leur intention d'imposer un avis écrit à son dossier disciplinaire, la lettre de congédiement, quant à elle, en dit autrement. En effet, dans la lettre de congédiement en date du 9 septembre 2016, on reproche au plaignant de s'être levé brusquement et d'avoir affirmé de façon menaçante qu'il refusait la dite lettre. Il n'est pas nécessaire de vous lire chacune des définitions pour rappeler que le terme « précipité » n'est pas synonyme de brusque ni de menaçant. On constate donc que les faits ont été modifiés, voire exagérés, dans l'unique but de justifier la décision de l'employeur. Alors que le témoignage de la... rappelons aussi que le témoignage de la représentante syndicale était plutôt à l'effet qu'en aucun moment le représentant de l'employeur n'ont eu des raisons valables de se sentir menacés. Ces deux exemples suffisent pour démontrer le manque flagrant de constance et de sérieux dans l'employeur dans cette affaire. Selon les critères jurisprudentiels énoncés dans la décision de l'arbitre Richard Marchetter dans l'affaire Casavant et Frères, il y a donc lieu d'écarter les témoignages de Mme Allard et M. Côté parce qu'ils sont non constants, peu probables et que les témoins ont un intérêt dans l'affaire. En vertu du paragraphe 100.12F du Code du travail de l'article 11.18 de la Convention collective, l'arbitre a compétence pour substituer au congédiement une sanction à la baisse. L'employeur avait le fardeau de la preuve et ne s'est pas acquitté de son obligation. Selon le principe de la prépondérance de la preuve, la preuve soumise aujourd'hui par l'employeur est insuffisante. En effet, une seule personne a été témoin des faits reprochés au plaignant et celle-ci n'a pas témoigné devant le présent tribunal et aucune enquête de l'employeur n'a été effectuée à cet égard, suite à la faute reprochée. La faute du plaignant n'est pas d'une telle gravité que justifie le maintien de la mesure disciplinaire, soit le congédiement, qui constitue la peine capitale en matière disciplinaire. Selon le principe de la gradation des sanctions, la sanction du plaignant est disproportionnée quant à la faute, qui constitue une première offense en la matière. De plus, rappelons que le dossier disciplinaire du plaignant est vierge, depuis qu'il travaille pour l'employeur. Et de plus, comme nous voulons le rappeler dans la décision qui vous a été soumise ici, le congédiement a été annulé et substitué par un avis disciplinaire. Et on rappelle que les faits se rapprochent beaucoup de... Enfin, c'est encore une fois un employé d'entretien et il a posé un geste violent sur du matériel de l'employeur. Alors, pour toutes ces raisons, nous demandons le rejet du grief. L'accueil du grief. On demande la même chose. On 5 minutes.
Prêt? Donc, bonjour, Monsieur l'arbitre. J'aimerais simplement commencer tout d'abord, quand vous avez remis en question, en fait, là, la lettre de congédiement, là, donc vous avez un peu remis en question sa validité. Donc, c'est comme si vous remettiez un peu en question l'intégrité de tous les dirigeants qui étaient présents à cette réunion et qui s'entendent tous sur ces faits. Ensuite, on va parler un peu de... juste ici, du dossier exemplaire. Donc, j'aimerais vous amener à la page 6, s'il vous plaît, du document. La dernière page, c'est l'article de la Convention 5.08, où ce qu'on mentionne « Aucune offense ne peut être opposée à une personne salariée après 1 an de sa commission à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année. » Donc, lorsqu'on parle de dossier exemplaire, on parle d'un dossier exemplaire de 12 mois, car toutes les fautes, s'il y en a eu, ont été effacées. Donc, c'est vraiment relatif. On ne peut pas contester, par contre, ces années d'ancienneté. Ensuite de ça, le dossier n'est pas vraiment utile là, à l'élaboration de la décision, étant donné que la faute est très, très grave et qu'on peut juste se concentrer sur la faute qui a été commise et l'impact sur l'entreprise. Premièrement, il y a un bris de confiance là, incontestable. En fait, avec les patients qu'on a dans notre entreprise, qui sont des patients qui sont faibles, qui peuvent être très fragiles, des tons agressifs comme ça peut vraiment affecter leur comportement. Ensuite, j'aimerais aussi revenir que la gradation des sanctions, elle n'est pas de mise dans toutes les décisions. Étant donné la faute très grave qu'il y a eu, on ne pouvait pas suivre la gradation des sanctions, étant donné l'impact qu'elle a sur l'entreprise et nos employés. Ça va à l'encontre de la vocation de notre entreprise qui est de prendre soin de nos patients et de s'assurer de leur bonne santé. Ce que monsieur a fait, ça vient non seulement à nos patients et comme je l'ai répété souvent, l'image de l'entreprise, autant pour les patients, l'entreprise et la vision que le monde externe a de l'entreprise. On ne peut pas vraiment se confondre une entreprise qui prend soin de ses patients quand on a des employés et qu'on accepte des gestes agressifs par rapport à nos patients. Et c'est pour cette raison que nous vous demandons là, de garder le congédiement, pour toutes ces raisons qui vont littéralement à l'encontre de l'entreprise. Et simplement mentionner là, que ce n'est pas arrivé juste une fois qu'il y a eu des gestes d'agressivité, c'est arrivé la première fois lorsqu'on a voulu le réprimander et trouver des manières pour améliorer sa situation. Mais il n'a jamais voulu coopérer. Tout ce qu'il a fait, c'est remontrer des gestes d'agressivité et augmenter les probabilités de récidive. C'est pourquoi nous avons suivi avec la lettre de congédiement et de congédiement pour les possibilités de récidive. Merci. Nous aimerions d'abord revenir sur les termes employés par la partie syndicale. Tout d'abord, la partie patronale. Tout d'abord, la partie syndicale n'a jamais mentionné qu'il y avait un manque d'intégrité du côté patronal. Il s'agit juste de reprendre dans la lettre de congédiement les faits qui sont bel et bien arrivés dans la réalité. La partie patronale a également fait référence à la clause d'amnistie dans la convention collective. Il n'y a pas référence d'y faire lieu étant donné que le dossier disciplinaire est bel et bien vierge. Ceci dit, nous aimerions rappeler que les faits rappelés par Mme Lamotte, soit le geste violent, n'est pas direct et qu'elle n'a pas témoigné. Donc, on peut presque qualifier ça d'un oui-dire. Par rapport à l'impact que ça a eu sur les 6 jeunes qui étaient présents, nous aimerions aussi rappeler qu'il n'y a pas eu d'enquête. Donc, il est très difficile d'évaluer réellement l'impact que cela a eu sur les jeunes en question.
La partie patronale a également cité les paroles du plaignant lorsqu'il aurait levé le doigt face à sa collègue et il les a qualifiées de menaces. Ces menaces ne sont pas fondées. La phrase du plaignant n'a jamais été complétée. On ne peut pas supposer la suite de cette dite phrase et prévoir ce que le plaignant aurait voulu dire. Également, comme la représentante syndicale l'a dit, en aucun moment il y avait une raison valable d'avoir des craintes. Je vais passer la parole à ma collègue. En tout respect pour l'opinion de mes collègues, ceux-ci n'ont pas respecté la proportionnalité entre la faute et la sanction. Ils essaient délibérément d'invoquer le dossier disciplinaire de notre plaignant, mais ce ne sont que des pures spéculations. Rien dans les faits nous portait à croire qu'il y avait des mesures auparavant qui avaient été portées à l'encontre du plaignant. De plus, toute la plaidoirie de la partie patronale est basée sur leur jurisprudence centre hospitalier et centre hospitalier de soins de longue durée. Tout d'abord, les faits entre les deux affaires ne sont pas du tout les mêmes. Premièrement, on vient me comparer un préposé au bénéficiaire avec un préposé à l'entretien. Un préposé au bénéficiaire, comme j'aimerais le rappeler, va s'occuper des gens, des patients, tandis qu'un préposé à l'entretien s'occupe des meubles. Alors qu'on vienne me comparer un préposé au bénéficiaire avec un préposé à l'entretien, je trouve pas ça du tout deux comparaisons qui se font. Parce qu'un préposé à l'entretien n'a pas la responsabilité des gens, n'a pas la responsabilité des patients qui sont sous sa responsabilité exactement. Et puis, ce n'est pas un geste qui a été posé envers un patient, mais plutôt sur un mur. Alors, ce n'est pas du tout des faits qui se comparent. Alors, en tout respect, je vous demande d'écarter cette jurisprudence. Donc, simplement revenir... en fait, Monsieur l'arbitre, la vocation d'entreprise ne permet en aucun cas des comportements agressifs et répétitifs comme celui dans notre cas. Nos patients sont atteints d'une déficience et sont fragiles. Ils ne peuvent être soumis à des comportements tels qu'il y a eu de la part de M. Rodrigue. Suite à l'action, monsieur a démontré encore des comportements agressifs qui démontrent les probabilités de récidive qui est importante. Donc, pour cette raison, le lien de confiance est irrévocablement brisé. Et nous vous demandons, Monsieur l'arbitre, que vous mainteniez le congédiement de M. Rodrigue, et ce, pour des raisons qui sont justes et suffisantes, et les raisons que nous vous avons présentées tout au long de l'arbitrage. Je vous remercie. À la lumière des faits pertinents de l'affaire, le syndicat demande que la sanction imposée par l'employeur soit annulée et que la sanction soit substituée par une note disciplinaire. Également, nous demandons la réintégration du plaignant dans son milieu de travail, ainsi que le remboursement du salaire perdu rétroactivement à la date du congédiement, soit le 9 septembre 2016, et tous les droits prévus à la convention collective et dédommagement pour préjudice subi, incluant les dommages moraux et exemplaires ainsi que le préjudice fiscal, le tout rétroactivement avec intérêt au taux prévu au Code du travail et sans préjudice aux autres droits dévolus.